Voici Tam Tam Tropical, votre émission d'information et de débat sur l'Afrique et sa diaspora, conçue et présentée par Juvénal Noël. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam Tam Tropical, l'Afrique chez vous, chaque mardi de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Tam Tam Tropical, votre magazine sur l'Afrique, conçu et présenté par Juvénal Noël. Mesdames, Messieurs, bonsoir et donc bienvenue à la une de ce magazine. Un petit tour sur le continent, au moins 6 morts. Ce jour, lors d'affrontements au sud du Soudan, ils ont été donc tués par balle lors d'un sit-in devant le QG militaire peu après l'annonce d'un accord entre la société civile et les militaires sur la structure du pouvoir de transition. Et donc, on revient ici à Lyon, donc dans ce studio. Nous sommes avec une sympathique équipe des émergences partenaires. Qu'est-ce que c'est, Émergence Partenaires? C'est l'une de ces structures qui ont pour ambition en fait de fédérer les chefs d'entreprise et autres porteurs de projets de la région Auvergne-Rhône-Alpes, ici à Lyon. Deux charmantes dames de cette structure sont venues nous rendre visite. Il s'agit de Colette Ilunga. Elle est militante associative et également femme politique. Bonsoir Colette. Bonsoir Noël. Comment allez-vous? Eh bien, je vais comme le temps. Le temps, il fait très chaud, il fait froid. Il fait froid, voilà, des hauts et des bas alors. Des hauts et des bas. Et donc, Colette Ilunga, qui est donc la responsable d'Émergence Partenaires, est accompagnée par une autre dame de cette même structure. Elle s'appelle Marie-Elisabeth Fouda. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va très bien. Marie-Elisabeth, j'ai envie de vous poser la question de savoir, mais il n'y a pas d'hommes. Est-ce qu'il y a des hommes dans votre structure? Bien sûr qu'il y a des hommes dans notre structure. Où sont-ils? Que s'est-il passé? On se partage des tâches. Ce soir, c'était les femmes qui représentaient Émergence Partenaires. Bon, si ces hommes nous entendent, il serait intéressant qu'ils nous appellent et qu'ils nous disent s'ils ont été relégués aux casseroles. Question de voir si c'est le féminisme à l'africaine qui a pris place. J'arrête là de faire la provocation. Si ces hommes nous écoutent, ils peuvent nous appeler au numéro qui s'annonce de la manière suivante. Posez vos questions au 04 78 21 05 95. On poursuit dans la présentation de nos invités qui sont dans ce studio. Également, il s'appelle David, il vient de la MOM, la Maison des Outre-mer en Auvergne-Rhône-Alpes. Bonsoir David. Nous n'avons pas entendu le bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, merci. Vous êtes venu ce soir nous parler encore des commémorations des abolitions de l'esclavage. Et le pan que nous allons aborder avec vous ce soir, c'est celui des réparations. On veut comprendre. Pour une fois encore, on s'interroge comment peut-on parler d'un crime contre l'humanité et que, il n'y a pas de réparation. Comment expliquer cela? Il y a diverses raisons. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir clore le débat là-dessus. Je sais qu'il y a peut-être pas clair, mais comment expliquez-vous le fait que, pour le cas de l'abolition de l'esclavage, en fait, on n'a toujours pas compris si réparation il y aura et sous quelle forme? Moi, alors, je donnerai mon avis personnel, tout d'abord. Je crois que c'est en deux volets. Il y a le volet nous concernant, nous, descendants de la traite, de tous bords, donc des Antilles et ceux qui ont perdu leurs enfants en Afrique, dans notre capacité à nous unir pour arriver au résultat. Donc nous sommes encore sur le chemin. Il y a énormément de choses qui ont été faites. Donc ça, c'est un premier volet. Donc nous concernant. Et concernant aussi donc les gens à qui on s'adresse pour obtenir ces réparations. Donc en France, l'État français ou différents États qui ont participé à la traite négrière, qui eux aussi, de mon point de vue, sont encore dans une forme de déni pour certains. Pour introduire, dirons-nous. Pour introduire, je vous prends au mot, vous allez dire que c'est votre point de vue personnel. Ça veut dire que ce n'est pas la position de la Maison des Outre-mer, c'est ça? Pour comprendre. Vous savez, on a nous-mêmes à l'intérieur de la structure énormément de débats,
vous voulez la position officielle de la Maison des Outre-mer? C'est pour cela que j'ai posé la question. Oui, Vous avez bien précisé que c'est Oui. votre point de vue personnel. Oui, oui, Qu'est-ce oui. que la maman partage ce point de vue ou alors c'est votre point de vue seulement Alors, nous en débattons. Ce qui est sûr, c'est que nous sommes axés sur le travail à faire sur notre communauté. Donc, nous sommes axés sur un travail de conscientisation. Ça, c'est officiel au niveau de la MOM. Nous sommes axés sur faire prendre conscience aux diasporas, à la communauté afro dans son ensemble et ultramarine, évidemment, en particulier, puisque nous sommes la Maison des Outre-mer, à faire en sorte que les gens puissent prendre conscience de cet état de fait et prendre à bras le corps le sujet. Donc ça, c'est un travail en soi. Voilà, donc ça, c'est la position de la MOM. Nous travaillons à faire en sorte que la communauté prenne conscience, auquel cas, s'il y en avait qui n'avaient pas encore pris conscience, et voilà. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. On retrouve donc nos invités et cette conférence qui est annoncée pour prochain samedi 14h à 18h et ce sera ici à Lyon. Donc c'est pour enseigner donc la confiance, comment développer la confiance en soi et réussir dans ses projets. Cette conférence qui sera co-animée par deux charmantes africaines. Elle s'appelle Aïcha Kamin et de l'autre côté Amina Ndam qui est avec nous. Amina Ndam, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Une conférence pour développer sa confiance là et confiance en soi et réussir ses projets. Est-ce qu'une conférence est suffisante pour que quelqu'un puisse vraiment acquérir ces facultés-là? Allô, Amina Ndam. Oui. À votre avis, est-ce que en une conférence, on peut acquérir ces attitudes-là? Alors, je pense que oui, on va donner des outils. L'idée, c'est vraiment de donner les outils aux personnes pour vraiment amorcer donc cette démarche de développement de confiance en soi. Alors, pour comprendre votre profil, vous êtes coach, c'est ça? Oui, c'est bien ça, je suis coach. Et lorsqu'on est coach, ça suppose quoi comme profil, comme formation? Alors, lorsqu'on est coach, donc il y a plusieurs formations qu'on peut suivre. C'est vrai qu'il y a plusieurs personnes qui le font aujourd'hui donc en autodidacte, mais il y a des écoles de formation de coach, donc des écoles de coaching. Et donc, j'ai suivi donc une école de formation de coaching qui est à Paris. Et donc qui donne un titre donc de coach pour pouvoir donc accompagner les personnes à apprendre à mieux se connaître pour pouvoir se développer. De 14 à 18, 4 longues heures, de manière pratique et concrète, que direz-vous? Qu'est-ce que vous allez enseigner à ces personnes-là? Alors, donc, on a choisi 4 heures, justement, parce que souvent, on fait des conférences sur 2 heures, mais on se rend compte qu'on dépasse toujours donc la durée. Donc là, l'idée, on est parti sur 4 heures pour vraiment laisser le temps aux personnes donc d'intégrer les notions qu'on va aborder. Et donc la première partie donc de cet après-midi, on va aborder des notions. Donc qu'est-ce que la confiance en soi, comment on peut donc gérer cette confiance en soi donc qui touche à notre foi quelque part. Et donc l'après-midi, ça serait de la pratique. Donc on va vraiment faire de la pratique donc avec des intervenants qui travaillent donc dans le domaine de l'énergétique, donc qui va nous apprendre donc à mieux gérer donc notre corps pour pouvoir évoluer au niveau de de la confiance. Qui attendez-vous ce jour-là? Alors, ce jour-là, donc, on a des personnes qui sont déjà inscrites. On attend des hommes, on attend des femmes, on attend des jeunes, on attend des moins jeunes. Et l'idée, c'est vraiment donc de passer un bon moment, de partager les connaissances et ainsi que les connaissances et ainsi que les apprentissages qu'on a cumulés donc tout au long donc de notre formation, pouvoir partager donc ces connaissances-là. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel.
Pour ceux et celles qui se joignent à nous, qu'à ce moment, nous sommes en direct avec Amina Ndam, qui est coach. Et souvent, j'avoue que moi, quand je vois souvent coach, je m'interroge parce que généralement, quand on parle de coach, on a l'impression de voir une équipe de football ou voilà, un club de sport qui va évoluer et il faut quelqu'un tout au long de la rencontre ou avant la rencontre pour apporter voilà, beaucoup de motivation aux joueurs qui sont sur le terrain. Et les coachs qu'on a aujourd'hui, c'est les coachs qui sont là tout avant, après, une fois que vous avez reçu, vous vous débrouillez. Amina Ndam, dites d'une manière pratique et concrète, que dites-vous aux gens en substance pour qu'ils changent? Alors, dans ma méthode de coaching, c'est vrai que le mot coach, en fait, on l'utilise à toutes les sauces. Je me définis plus comme une accompagnatrice. Moi, j'accompagne les personnes. En fait, c'est vous, quelque part, qui changez par votre manière d'être, par des techniques que je vais vous donner, parce que j'ai pas un bâton magique, comme on dit souvent, pour pouvoir transformer votre vie. C'est vous qui êtes acteur de votre propre vie. Et moi, donc, de par mes compétences et mes connaissances, donc, je vous accompagne dans cette démarche, en fait. Je vous fais voir la vie d'une autre manière, donc, comme on dit, donc, chacun a sa manière de percevoir les choses, et en fonction de notre perception, on peut se sentir bien ou mal. Et mon rôle, c'est simplement de vous montrer une autre partie de l'iceberg. Mon rôle, c'est simplement de vous dire, vous voyez quelque chose qui est vert, mais je peux également vous amener à voir quelque chose qui est orange. Et c'est ce qui change, en fait. C'est ça le travail du coach. Le travail du coach, c'est simplement de vous amener à passer à une étape au-dessus. Et ce que j'utilise, parce que je suis conférencière et coach, donc mon outil de prédilection, donc c'est la numérologie, parce que je suis spécialisée en numérologie intuitive. Donc c'est un outil que j'ai découvert pendant ma transformation, parce que j'ai beaucoup travaillé sur moi, et c'est cet outil-là donc qui me permet en fait de montrer en fait aux personnes qu'il y a une autre façon, ils sont autre chose que ce qu'ils peuvent penser d'eux, et c'est vraiment un outil qui est très 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 intéressant pour apprendre à mieux se connaître, et c'est ça le secret. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Nous sommes avec Amina Ndam qui se définit comme étant coach. Et elle est en train de nous dire comment elle va faire. Et je dois avouer que je vais montrer un peu insistant. J'ai posé la question, mais je n'ai pas entendu en substance, Amina Ndam. Voyez-vous, moi je voudrais qu'on me donne envie. Moi tel que je suis aujourd'hui, j'ai envie de dire des coachs avec moi ne gagneraient pas d'argent. Pour ceux qui sont comme moi, que diriez-vous à quelqu'un déjà pour qu'il ait envie? Et je reprends la question, mais en substance. Qu'est-ce que vous dites aux gens? Sans toutefois forcément dévoiler à l'antenne, puisque j'imagine que c'est ce qui fait votre métier. Que dites-vous aux gens pour que leur vie change, se transforme? En substance, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que je dis aux gens pour que leur vie se transforme? Comme je vous l'ai expliqué, donc c'est quand les gens viennent me voir, donc comme je disais, mon domaine en fait, j'accompagne principalement les femmes qui vivent par exemple des souffrances relationnelles, à mieux se connaître pour pouvoir s'épanouir et quelque part célébrer la vie. Qu'est-ce que je dis à ces personnes? Quand une personne vient me voir, la première chose que je fais, je lui demande en fait de me raconter son histoire. Et donc, il va me raconter son histoire. Comme je vous ai dit, tout est question de perception. Et ce que moi, je veux faire, c'est de l'amener dans ma manière avec des outils que je peux avoir, avec une autre manière de voir les choses, à lui expliquer la source de sa souffrance, parce que les personnes qui viennent me voir, ce sont des personnes qui sont en souffrance. Quelqu'un va me dire, je me sens très très mal dans mon couple, je ne suis pas bien avec mon mari ne me parle pas, mon mari. Est-ce que je vais l'amener à comprendre? C'est que ce ne sont pas les autres en fait, ce ne sont pas les autres qui sont la source de votre souffrance, c'est vous-même. Et c'est là que la personne va changer la vision, va changer de paradigme et commencer à se concentrer sur lui. Et donc, du coup, vous voyez une personne qui arrive et qui vous parle d'un problème qui était tourné vers l'extérieur, va commencer cette fois-ci à regarder de l'intérieur. Et c'est là que le travail commence. On commence à quelque part à égrener, on commence quelque part à toucher à la source du problème. Et c'est toujours en nous que se trouve le problème. Et il faut aller travailler donc l'origine du problème, la source du problème, Bien. Et ça change complètement tout.
On aura entendu, on a une petite idée de ce que ça peut être donc d'être accompagné par un coach ou une coach. Qu'est-ce qu'on dit, un coach ou une coach, Amina Ndam? On peut dire un coach ou une coach, c'est pareil pour moi. Je ne fais pas trop la différence. C'est pareil pour vous, très bien. Donc, lorsqu'on accompagne par une coach, on vous laisse entendre en fait que la source de la solution se trouve en vous. Mais Exactement. Comment on fait? Quelles sont les pistes à suivre? Ça reste le mystère. Amina Ndam aura donc eu le mérite ce soir de ne pas nous dire concrètement comment ça se passe. Et donc, c'est samedi qu'il faudra donc aller écouter. Ça se passe où précisément? Alors, donc là, pour samedi, donc, on sera à Lyon, effectivement. Et donc, on sera au 32 rue Victor-Lagrange, dans le 7e espace coworking. C'est un espace qui est très, très agréable. Donc, j'aurai le plaisir donc de vous accueillir donc avec ma sœur Aïcha, puisqu'on travaille ensemble. Ah, c'est une Il y aura famille également alors. Christelle Perben. Donc, on aura le plaisir d'accueillir donc pour échanger donc sur cette notion qui est vraiment très, très importante, donc qui est la confiance en soi. Merci à vous, Amina Ndam, pour cette information-là. Je l'aurais compris que vous travaillez beaucoup avec les femmes, pour les femmes. On s'interroge ce soir s'il y a un complot. Il n'y en a pas un parce que les femmes d'émergence partenaire sont venues toutes deux charmantes dames. Où est-ce qu'elles ont laissé les hommes? Je ne sais pas. Et le numéro, je vais le communiquer de nouveau. C'est le 04 78 21 05 95. Si les messieurs d'émergence partenaire nous écoutent, ce serait intéressant qu'ils nous disent donc ce qu'ils font à ce moment que, voilà, ils ont envoyé 2 charmantes dames toutes seules. Amina Ndam, merci beaucoup. Merci, Juliana. C'est un plaisir. Au revoir. Faites une bonne soirée. Au revoir. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Retour dans ce studio où nous sommes avec, je le disais tantôt, c'est pas pour discréditer les hommes d'émergence partenaires que nous ne voyons pas. Ce sont 2 charmantes dames qui sont venues, 2 militantes associatives bien connues sur la place lyonnaise. Face à moi, elle s'appelle Colette Ilunga. Elle est militante associative et femme politique, très présente une fois de plus. Bonsoir Colette. Rebonsoir Noël. Rebonsoir également et rebonsoir à Marie-Elisabeth Fouda. Rebonsoir Noël. Alors, avant de passer donc dans le sujet, le débat radiophonique de ce soir, on voudrait quand même savoir ce qui vous amène, charmante dame. Colette Ilunga. Alors, ce qui nous amène ce soir, c'est bien sûr la soirée que Émergence Partenaire organise avec ses partenaires ce samedi 18 mai à partir de 18h à l'hôtel Métropole Lyon, sur les quais Gilet, au 85 quai Gilet dans le 4e arrondissement, le long de la Saône. Une soirée qui est complètement dédiée donc à la diaspora africaine, puisque cette journée, en fait, est organisée dans le cadre de la Journée mondiale de l'Afrique, JM1. Voilà ce qui nous amène ce soir, pour vous parler justement de cette grande soirée qui est organisée, une première, si je peux me permettre de dire comme ça, à Lyon, qui est entièrement dédiée aux diasporas africaines, qui est un sujet d'actualité en fait. C'est pour ça que je dis que c'est une première. C'est une première et la question que je vais vous poser, c'est de savoir pourquoi venir chez vous samedi soir? Pourquoi venir chez nous samedi soir? Oui. Tout simplement parce que, alors il y a plusieurs raisons. Lorsqu'on observe les diasporas africaines ici en France, elles sont très actives. Elles sont très actives, elles font beaucoup d'actions, mais des actions culturelles. Ça, c'est d'une. De deux, elles envoient de l'argent au pays pour aider leurs familles qui sont restées là-bas. Et toutes ces actions restent... Alors, l'action d'envoyer l'argent au pays reste individuelle, et l'action culturelle, bon, elle a connu ses limites. Je donne que ces 2 exemples, je peux en donner plusieurs. Donc, en regardant justement l'évolution de toute cette activité, que je ne remets pas en question, le contraire, qui est très positive, je trouve quand même qu'à un moment donné, toutes ces actions ont connu des limites. C'est qu'on n'est pas arrivé à apporter des solutions durables à notre condition ici en France, et on n'est pas arrivé non plus à devenir une force de proposition, que ce soit ici ou en Afrique.
Et pourtant, on fait des choses. Et donc, cette soirée, elle est pour réveiller la conscience de la diaspora, pour dire qu'on peut jouer un autre rôle, mais cette fois-ci sur le plan économique. Tout le monde parle et dit que l'Afrique, c'est le nouvel Eldorado, c'est le continent de demain, n'est-ce pas? Ça veut dire que si tu veux faire de l'argent, c'est là-bas qu'il faut investir. Alors quand je regarde les investisseurs, c'est plutôt des étrangers qui viennent parce qu'ils ont compris que la manne, c'est là-bas. Mais l'Africain lui-même, a-t-il compris que la manne, c'est là-bas? Bonne question. Bon. L'Africain a-t-il compris? On peut le comprendre, mais l'autre question que je vous poserai tout à l'heure dans la dernière partie de ce magazine, où vous aurez beaucoup plus de temps pour présenter votre projet, c'est de savoir, une chose est de comprendre, mais est-ce qu'on en a les moyens? On va passer donc à la deuxième partie de notre magazine, qui est le débat radiophonique, dans quelques instants. En arrivant en Europe, je voulais d'abord faire comme les habitants de l'Europe, m'assimiler, m'intégrer dans la vie de la France, donc respecter les lois et pouvoir chercher le boulot. Je ne vis pas du tout mon rêve en France, parce qu'en fait, je pensais qu'ici, c'était le paradis. Oh, c'est difficile comme tout le monde, hein. Il y en a qui sont vraiment de la vraie diaspora, qui vont à l'école, qui sont des licenciés. Mais il y a trop de banditisme de la diaspora ici. Il faut qu'on puisse faire comprendre aux jeunes que quand on est dans un pays, on respecte la loi de ce pays-là. Bien, et si donc dans le strict respect des lois de la République que ce soit, nous allons réfléchir, on se penche ce soir dans le cadre de notre débat radiophonique sur ce référé donc lancé par le CRAN, le Conseil représentatif des associations noires de France. Et ce référé donc en fait est une action contre l'État et les caisses de dépôt et de consignation. L'affaire concerne donc les réparations à l'envers extorquées par la France au peuple haïtien au lendemain de l'abolition pour indemniser les anciens propriétaires d'esclaves. Je dois préciser que je cite effectivement en fait le contenu en substance en fait de ce référé déposé par le Conseil représentatif d'associations noires de France. Avant donc d'écouter Ghislain V2, dans ce studio, un membre de la MOM, la Maison des Outre-mer, membre fondateur, il s'appelle David. Bonsoir David, une fois de plus. Bonsoir. David, comment comprendre pourquoi cette question, cette épineuse, on va la dire comme cela, épineuse question des réparations semble être très gênante pour certains. Pour certains, pareil, il y a toujours deux volets. Il y a donc le volet concernant... alors, je vais prendre un exemple, c'est plus parlant les exemples. Alors moi, j'ai grandi en Guadeloupe. Il y a une partie de la population qui est encore dans le déni de ce qui s'est passé. Donc c'est un traumatisme, l'esclavage. Donc ça a laissé énormément de séquelles psychologiques. Donc il y a encore une partie de déni. Donc on a donc du mal à s'intéresser à la question, carrément. Les gens ne veulent pas s'y intéresser. Donc c'est une partie de la question. Et autrement, du côté des institutions françaises qui ont participé à la traite et à la déportation, je pense que... Alors, je ne peux pas parler à leur place, mais tel que je le perçois, ils sont eux aussi, si on peut le dire, une forme de déni. Ce serait un peu... comme disait Fanon, l'esclavage a eu des séquelles sur les esclaves, mais aussi sur les maîtres. Et eux aussi sont dans une forme de déni. Certainement, ils ne veulent pas remettre en cause leurs actions passées. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Pour vous qui vous joignez à nous, qu'à ce moment, nous recevons donc ce soir dans le cadre de notre réflexion radiophonique une équipe de la MOM, la Maison des Outre-mer, équipe parce qu'effectivement, dans ce studio, il y a David, membre fondateur également. Au téléphone, il y a Jean-Philippe Jeanville qui est également avec nous depuis Grenoble. Et également, pour réfléchir avec nous, nous avons le président du Conseil représentatif de l'Association Noire de France, Ghislain V2. Bonsoir.
Bonsoir. Comment allez-vous? Merci et merci pour votre invitation. Islam Vede, comment expliquer que votre structure qui est le CRAN, voilà, lance une action en référé contre l'État et les caisses de dépôt? Il n'y a pas, est-ce que vous n'avez pas un autre mode, une autre manière de vous faire entendre que ce référé-là? Eh bien, la première chose qu'il faut rappeler, c'est que ce n'est pas la première action en justice que le CRAN lance contre l'État. Nous avons déjà fait, il y a quelques années, une action contre les grandes familles bordelaises qui continuent à bénéficier aujourd'hui des bienfaits de l'esclavage. Donc, concernant... Pardon, je l'invite. Quand vous dites qu'ils continuent à bénéficier des bienfaits, expliquez-nous. Eh bien, aujourd'hui, simplement, ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que quand il y a eu l'abolition de 1848, l'article 5 de ce décret prévoyait que les propriétaires d'esclaves soient indemnisés. Et donc, beaucoup d'entre eux se sont retrouvés beaucoup plus riches après la période de l'esclavage que pendant l'esclavage. Et donc, aujourd'hui, il est tout à fait possible de savoir qui a bénéficié de quoi, car tout est aux archives nationales. Quand vous dites l'on peut savoir, est-ce qu'aujourd'hui, il y a la possibilité d'avoir une trace formelle de ce que vous dites? Bien sûr, il y a aujourd'hui des chercheurs qui travaillent dessus. Hier, j'ai eu un débat avec Madame Cotias, Myriam, qui a confirmé qu'elle a des étudiants qui travaillent sur ces questions-là, des doctorants. Donc aujourd'hui, il ne fait aucun doute qu'aux archives nationales, il y a les noms des personnes qui ont bénéficié de cette rente de la honte. Et donc, à votre niveau, pourquoi faire un référé? Parce que quand on entend un référé vis-à-vis de la justice, ça veut dire quand même que c'est une nation forte. Avez-vous, dans le passé, intenté y a-t-il eu d'autres formes d'approche vis-à-vis de l'État français qui sont avérées infructueuses avant de passer au référé directement comme cela? Comme tout le monde le sait, ça fait un certain nombre d'années que le CRAN et puis d'autres associations d'ailleurs luttent pour obtenir des réparations. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il ne s'agit plus de dire si on est pour ou contre les réparations. Aujourd'hui, la France s'est clairement engagée depuis quelques années pour les réparations. Et d'ailleurs, je voulais rappeler ici les résultats que nous avons obtenus. Nous avons obtenu de François Hollande qui s'engage pour mettre en œuvre la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Et Emmanuel Macron a confirmé l'année dernière la mise en place de cette fondation. Donc voilà des résultats concrets. Alors, est-ce qu'il faut s'en contenter? Non, il ne faut pas s'en contenter. Donc, pour répondre à votre question, est-ce que nous avons déjà tenté des choses? Oui, nous avons tenté beaucoup de choses, nous avons tenté des conciliations, des débats, mais justement, avoir une fondation, c'est une bonne chose. Nous avons aussi obtenu de la mairie de Paris que d'ici 2022, nous ayons un musée pour la mémoire de l'esclavage. Parce que figurez-vous qu'en France, il n'existe aucun musée pour la mémoire de l'esclavage. Il existe des salles ici et là, à Bordeaux, à Nantes, il y a le Memorial Act en Guadeloupe, mais enfin, on ne va pas demander à tous les afrodescendants qui sont en France d'aller en Guadeloupe s'ils ont envie de commémorer cela et de voir cela dans un musée. Donc, nous avons obtenu cela de la mairie de Paris. Donc, aujourd'hui, en France, il y a un certain nombre de résultats. Et d'ailleurs, le 26 mars dernier, au Parlement européen, il y a une résolution très, très importante pour le droit des afrodescendants, sur lequel le CRAN et puis d'autres organisations comme ENAR ont travaillé. Et donc, cette résolution invite les États membres à s'aligner sur les États comme la France qui ont déjà commencé des réparations. Donc, la question aujourd'hui, ce n'est pas si on est pour ou contre. Donc, une fois qu'on a fait cela, est-ce qu'on s'en contente? Non, on ne s'en contente pas. Et justement, ce référé, peu de gens le savent, mais quand Haïti a obtenu son indépendance, elle a dû indemniser la France pour que la France s'en aille. Et donc, cette indemnisation a commencé en 1825 et s'est arrêtée en 1946. Et donc, on imagine bien, quand on voit la situation d'Haïti aujourd'hui, que payer une telle rente de la honte les a maintenus dans l'extrême pauvreté qu'ils sont aujourd'hui. Cette somme a été estimée à environ 17 milliards d'euros. Et donc, aujourd'hui, ce référé
et aussi pour utiliser le droit pour faire en sorte que les droits des Haïtiens soient respectés. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. C'est donc Ghislain V2 qui est le président du CRAN, entendu dans le conseil représentatif de l'Association Noire de France, qui nous apporte donc son regard sur ce référé que le CRAN a donc lancé donc contre l'État et les caisses et la caisse des dépôts et de consignation. Avec nous également ce soir en ligne, il s'appelle Jean-Philippe Janville. Jean-Philippe Janville, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes également membre, vous êtes le secrétaire général de la Maison des Outre-mer, la MOM, depuis Grenoble. Et pour vous, avant de parler de réparation, il faudrait déjà réparer ce qui a été détruit il y a une dizaine d'années. Vous disiez en cette émission. Alors, si vous voulez, moi, pour reprendre ce que disait le président du CRAN, nous sommes d'accord, ok. Mais si vous voulez construire des monuments, des fondations, c'est bien, mais concrètement, pratico-pratique, lorsque l'esclavage, je vais dire, a pris fin, on peut mettre des guillemets entre la fin de l'esclavage, 65% des terres appartenaient au bokeh. Et ça n'a pas changé. Ça veut dire que 65% des terres chez nous appartiennent à des propriétaires terriens. L'État français a indemnisé pour 24 millions, équivalent de plusieurs milliards. Donc aujourd'hui, il y a un rapport de force qui nous est complètement défavorable. Lequel? C'est-à-dire, le rapport de force, c'est-à-dire qu'à sortir de l'esclavage, le maître, le propriétaire d'esclaves était plus riche, l'esclave revenait dans la plantation pour quasiment rien du tout, et à un moment donné, il avait toutes les terres. Et ce rapport-là existe toujours, c'est-à-dire le rapport des béquets, des blancs créoles par rapport au reste de la population. Donc, nous, s'il nous faut indemniser les descendants d'esclaves, c'est changer ce rapport. Changer ce rapport d'une population qui est dominée, économiquement parlant. Et si on rajoute le fait le plus détestable, c'est qu'il y a quelques années, le chlordécone a détruit, a contaminé les sols, la terre, et a empoisonné des milliers de personnes aux Antilles. C'est quelque chose qui n'est pas du tout, je dirais, mis en lumière ici en métropole. Mais ça veut dire, aujourd'hui, vous avez une population antillaise qui est contaminée et qui a le taux de cancer de la prostate le plus fort au monde. Jean-Philippe, Jean-Philippe Janville, ce que j'entends, c'est que pour vous, voilà, on pourrait mettre, ce que je comprends, hein, en substance, c'est qu'on pourrait mettre entre parenthèses la réparation qui est directement liée à aux abolitions des esclavages et puis réparer ce qui est aujourd'hui. À votre avis, que faites-vous donc? Y a-t-il des actions qui sont en marche pour voilà, demander cette réparation, ce que vous estimez être une priorité et voilà. Et puis surtout, outre l'aspect financier, selon vous, quelle forme devrait prendre effectivement? Est-ce que l'unique forme de réparation, à votre avis, devrait être celle qui est pécuniaire? Puisqu'effectivement, à vous entendre, en fait, il y a cet aspect, cette rémunération qui a été octroyée aux anciens patrons. Ben, écoutez, vous savez une chose, à partir des années 50, lorsque Aimé Césaire a fait voter la loi pour la départementalisation, il a demandé à la France que la France permette à tous les citoyens, domiens y compris, de avoir accès aux mêmes droits. Qu'est-ce que De Gaulle a fait? Il a créé le Bumidum. Il a fait venir par milliers, par dizaines de milliers, par centaines de milliers des ultramarins. C'est ce que Aimé Césaire appelait le génocide culturel. Ça veut dire qu'on a dépeuplé nos populations, nos territoires pour venir construire la France. Et à partir de ce moment-là, vous perdiez une force vive. Donc ça veut dire que c'est tout ça qu'il faut remettre en cause. Avant qu'on parle de réparation, c'est cette espèce de rapport de force qui nous est complètement défavorable. En Martinique, en ce moment, je vous parle en Martinique et en Guadeloupe, vous avez des jeunes qui sont obligés de venir en métropole pour trouver du travail. D'un autre côté, vous avez des métropolitains qui s'installent aux Antilles, qui créent des quartiers résidentiels. En ce moment même, vous avez des quartiers résidentiels où vous avez des gens qui mettent des panneaux
mettons, plage privée. Donc, avant qu'on me parle de réparation, tout ce qu'on veut, moi, je veux déjà qu'on règle des injustices qu'on voit au quotidien chez nous. C'est-à-dire des choses qui sont flagrantes, qu'on voit tous les jours. Imaginez-vous que vous êtes sur une plage, des gens vous mettent une barrière en disant que vous ne pouvez pas entrer. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est-à-dire, on reproduit l'apartheid aux Antilles. Ça, c'est inacceptable. Donc, moi, je suis d'accord pour la réparation, mais je suis d'autant plus d'accord pour qu'on répare l'injustice qui se fait maintenant. C'est-à-dire, une injustice sur la jeunesse, une injustice sur nos populations, une injustice sur nos territoires. Et ça, c'est des choses qu'il faut qu'on parle. Alors, c'est pour ça que nous, je mobilise les associations ultramarines pour qu'on travaille maintenant sur ces questions-là. Parce que c'est une question de vie ou de mort. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on va devenir? Si aujourd'hui, nos terres sont empoisonnées, nos rivages sont privatisés, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est là, moi, je veux bien parler de l'abolition de l'esclavage, mais si aujourd'hui, nous vivons une situation quasiment d'apartheid, à ciel ouvert, et il faut bien des gens pour dénoncer ça, et pour dénoncer justement... J'entends. Jean-Philippe Jeanville, vous êtes donc secrétaire général de la MOM, la Maison des Outre-mer, vous êtes depuis Grenoble. Pour vous, il faut mettre des priorités et ce n'est pas forcément la réparation liée aux abolitions des esclavages. La question qui est posée directement donc à Ghislain Deveux, qui VD autant pour moi, pardon, qui est le président du CRAN. Est-ce que vous entendez cela? Bien sûr, Monsieur Jean-Philippe Jeanville a tout à fait raison. Donc, je l'ai rappelé tout à l'heure, quand on parle de fondation, quand on parle de musée, eh bien, c'est un pied dans la porte, c'est un début. Et je l'ai rappelé, nous ne nous en contentons pas. Quotidiennement, le CRAN, nous agissons concrètement. Et aussi, parmi les réparations, nous travaillons aussi, Monsieur Jeanville le disait, la première des réparations, c'est les terres. Donc, nous avons proposé des actions pour qu'il y ait une réforme agraire, parce qu'aujourd'hui, nous avons des dossiers en Martinique, en Guadeloupe, des personnes qui nous contactent parce que leurs terrains sont volés, sont pillés. Donc, ça, c'est une réalité concrète sur laquelle nous travaillons aussi. Volé, pillé par qui? Pardon. Donc, ces terres sont... Parce que vous savez que quand il y a eu ces crimes abominables, les colons se sont appropriés les terres. Donc, il y a des personnes qui vivaient sur place, qui ont été expropriées et dont les terrains ont été récupérés illégalement. Et donc, aujourd'hui, il y a des personnes qui dénoncent cela. Et nous avons des dossiers à ce sujet-là également. Donc, pour parler des réparations, il faut aussi parler des restitutions au niveau des réformes agraires. C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte, et d'ailleurs on n'a pas besoin de faire un calcul énorme pour comprendre et se rendre compte qu'aujourd'hui, 1% des populations béquées détiennent plus de 90-95% des richesses dans les Outre-mer. C'est un problème. On peut aussi imaginer que pour les réparations, donc qu'il y ait des bourses, parce que M. Jeanville le disait tout à l'heure, il y a des personnes qui sont obligées de quitter l'île pour venir travailler en métropole, comme on le dit, mais on peut imaginer aussi que ces personnes qui bénéficient de cette rente de la honte, aujourd'hui, les héritiers, puissent participer par des bourses de faire financer des jeunes issus des Outre-mer qui viennent se former. Donc, les réparations, on peut l'imaginer de mille et une façons. On a des exemples au Canada, on a des exemples en Australie, où les terres ont été restituées. En Australie, il y a eu plus de 21 milliards qui ont été rendus aux autochtones. Au Canada, il y a eu des terres qui ont été rendues, il y a eu plus de 3 milliards. Donc, il s'agit aujourd'hui, comme l'exhorte d'ailleurs la résolution de l'Union européenne, de s'asseoir et de réfléchir concrètement à ce qu'on peut obtenir. Parce qu'aujourd'hui, la question, ce n'est plus si on est pour ou si on n'est pas ou si on est contre. Aujourd'hui, tout le monde est pour. Aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on l'applique. C'est comment est-ce qu'on explique? Et la question, je me tourne donc vers David Favel, qui lui est également membre de la MOM, la Maison des Outre-mer, qui a fait le déplacement pour nous parler effectivement de ces questions de réparation. L'impression que ces échanges me donnent en fait, c'est que en termes de priorité, quand on parle de réparation, ces structures ultramarines qui figurent également les afro-descendants et autres semblent ne pas mettre les priorités au même niveau. Est-ce que vous vous retrouvez souvent, David Favel, vous qui êtes de la MOM Auvergne-Rhône-Alpes?
Oui, c'est vrai. Disons qu'il y a différents angles d'attaque, c'est vrai. On gagnerait certainement à faire front uni, je le pense. Après, une institution comme le CRAN a déjà plus pignon sur rue, je dirais, que la Maison des Outre-mer Auvergne-Rhône-Alpes. Mais je pense que tout le monde va dans le même sens. Tout le monde va dans le même sens. C'est bien, comme il a été dit, d'avoir des compensations mémorielles, je dirais. Mais effectivement, c'est mieux d'avoir des compensations, si ce n'est financières, mais en tout cas des coups de pouce sociaux, des vrais coups de pouce qui permettraient de dépasser le handicap qui a été causé par l'esclavage. C'est-à-dire en termes je dirais par exemple d'héritage. Il y a une catégorie de la population qui n'a rien pu, ou pas grand-chose, je veux dire, pas pu transmettre d'héritage à leurs descendants, et tout ça c'est un cheminement qui permet d'asseoir une population avec un certain nombre de possessions matérielles, mais aussi un certain bagage intellectuel, et tout ça a un coût que nous n'avons pas pu payer parce que spoliés. Donc il y a différents angles d'attaque, et je suis d'accord pour dire qu'on gagnerait à parler ensemble, évidemment. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Ce soir, dans le cadre de notre réflexion radiophonique, donc, nous nous penchons de nouveau sur les commémorations des abolitions des esclavages. Et ce soir, l'angle que nous abordons, ce sont les réparations. Et donc, voilà, David Favel, qui est donc membre de la MOM, Maison des Outre-mer Auvergne-Rhône-Alpes, il nous fait comprendre qu'effectivement, il serait intéressant, serait judicieux que toutes ces structures puissent parler d'une même voix et mettre les priorités au même niveau. Une dernière question donc à Ghislain Védeux, qui lui est le président du Conseil représentatif des associations noires de France. Ghislain Védeux, pour comprendre, vous avez intenté donc se référer. Qu'attendez-vous de la justice ? Eh bien, il n'existe pas de justice sans réparation. Donc, ce n'est pas tout de le dire. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas vivre dans un pays où les droits des uns sont complètement niés. Aujourd'hui, la réalité, et là je rejoins encore une fois M. Jeanville, qui l'a dit, il faut faire le lien aujourd'hui entre les faits historiques et l'afrophobie, la négrophobie, le racisme anti-noir. Donc, tant que les droits des uns seront niés, eh bien on n'aura pas de réelle réparation, parce que il faut parler du concret, parce qu'effectivement, quand on parle des réparations, eh bien, les jeunes, ou même les moins jeunes, qui sont discriminés pour aller chercher un emploi, qui sont discriminés quand ils sont au contrôle faciès, qui sont discriminés pour l'accès au logement, eh bien, les réparations, ils voudraient les voir concrètes quotidiennement. Et malheureusement, je parlais de cette résolution, qui est une grande avancée. Maintenant, il va falloir voir comment elle va s'appliquer sur le terrain, mais force est de constater que sur les 74 députés français, il y en a 39 qui ont voté contre les droits des afrodescendants. C'est ça notre réalité française. Ça fait exactement 52,7% des eurodéputés français qui ont voté contre les droits des Noirs. Quelle lecture faites-vous donc de cela ? Comment ? Pardon ? Justement, le pourcentage est donné, 52% ont voté contre. Quelle lecture faites-vous de cela ? Eh bien, la lecture, elle est simple. Aujourd'hui, en France, il n'y a aucune politique publique pour lutter concrètement contre l'afrophobie, contre le racisme anti-noir. C'est entendu. Alors, Ghislain Védeux, je reprends ma question. Alors, en 30 secondes, quel signal fort viendrait-il de la justice suite à votre référé pour que vous puissiez voir déjà qu'il y a une volonté de réparation ? Le signal fort serait qu'il y ait une prise en compte et que l'État puisse ouvrir une porte pour des indemnisations possibles. Merci beaucoup, Ghislain Védeux, de nous avoir consacré un peu de votre temps ce soir pour avoir de la lumière sur cette question des réparations, sur les abolitions de l'esclavage. Merci. On repart donc du côté de Grenoble. Jean-Philippe Jean, vous êtes toujours avec nous ? Oui, tout à fait. Je suis toujours là. Alors, pour comprendre, pour vous ce soir, quel signal viendrait des institutions aujourd'hui pour que, quand on parle des réparations, en ce qui concerne en fait les abolitions des esclavages, puisse vous donner voir une volonté
de pouvoir apaiser ceux qui ont été victimes de ce crime abominable contre l'humanité qui est l'esclavage? Alors, écoutez, vous savez, l'esclavage, c'est un crime que la France ne pourra jamais réparer totalement. Parce que c'est un crime qui a touché l'âme d'un continent, l'Afrique, et qui a ravagé l'esprit de millions de personnes. Si on commence à calculer, vous imaginez quand certains estiment que c'est une saignée de 100 millions de personnes. Ça veut dire que pour chaque esclave qu'on prenait, on tuait 7 personnes. Donc ce sont des villages, des endroits qu'on a ravagés. Donc, demander une indemnité, ne serait que symbolique, parce que la France n'a pas les moyens de payer un tel... C'est clair. C'est clair. Voilà. Jean-Philippe, j'entends en 30 secondes. Alors, pour vous, je l'ai compris, vous avez dit que pour vous, ce serait d'abord de l'ordre du symbole, ce qu'on comprend, parce qu'aucune somme pécuniaire, aucun montant ne pourra ramener tous ceux qui ont été tués. Donc, outre le symbole, quel autre signal viendrait des institutions aujourd'hui pour apporter l'apaisement? Déjà que la France respecte sa loi. Déjà que la France nous respecte en tant qu'individu, juste en tant que citoyen, mais pas citoyen de seconde zone. Ça veut dire que c'est pas normal que la loi française n'est pas appliquée dans les territoires ultramarins. Ça veut dire que la même loi française qui dit que vous devez respecter les 50 pas kilométriques, c'est même pas respecté chez nous. Ça veut dire que n'importe quelle personne, n'importe quel Européen peut venir piétiner la loi parce qu'il est Européen, il le fait. Ça, c'est pas normal. C'est-à-dire qu'on nous explique des choses qui sont ici, c'est pas possible chez nous. Donc ça veut dire que, comme disait Aimé Césaire, il y en a marre d'être un Français toujours entièrement à part, et nous on veut être Français à part entière. Mais sommes-nous des Français à part entière? Et c'est la question que je pose. Ça veut dire que quand aujourd'hui vous avez des entreprises qui viennent à Martinique et qui vous disent qu'ils ne veulent pas d'Antillais noirs, des gens qui s'installent aux Antilles, qui sont exonérés de charges et qui vous disent on n'embauche pas d'Antillais, est-ce que ça c'est normal? Pas du tout. Pas du tout. C'est pas normal. Merci. Jean-Philippe Janville. Qu'il y a des gens chez nous qui privatisent des plages et qui nous disent on veut pas de vous. C'est entendu. Jean-Philippe Janville, c'est entendu, c'est la discrimination. Et en France, c'est répréhensible. Merci de nous avoir accordé un peu de votre temps pour réfléchir ce soir sur cette question de la réparation en ce qui concerne les abolitions de l'esclavage. Merci encore. Merci. On se retrouve donc avec nos charmantes dames qui nous viennent de Émergence Partenaires qui sont venues nous annoncer donc cette rencontre au sommet à Lyon. Pour ceux et celles qui veulent investir sur le continent africain, Colette Ilunga et Marie-Madeleine Fouda, elles sont très studieuses. Colette. Oui. Marie-Elisabeth, autant pour moi, pas Marie-Madeleine, autant pour moi. Désolé, je m'excuse. Colette Ilunga. Oui, pas de souci. Samedi, vous avez dit que s'il y a des gens qui veulent investir en Afrique, ils sont les bienvenus dans votre conférence. Qui est-ce qui viendra? Alors, j'ai vu un nom, c'est Eli Kamge. Qui est-il? Alors, il y a Kelly qui peut mieux parler de lui. Hein. Il n'y a que lui, justement. C'est pas le prophète Eli. Alors, qui est-il concrètement? Qui est-il? Ok, oui, c'est pas le prophète. En substance. Eli. En fait, Eli Kamge, c'est un médecin un chirurgien, un médecin chirurgien en fait, qui, avec ses collègues, ont mis en place un réseau comme le nôtre qui s'appelle le Club Efficience. Je pense que le Club Efficience n'est plus à présenter. Tout le monde a entendu parler à un moment donné du Club Efficience. C'est un réseau qui existe, un réseau économique qui existe, je crois, à peu près 12 ans. Ils ont fêté dernièrement leurs 10 ans, une grande fête pompeuse à Paris. C'est un réseau qui a pignon sur rue aujourd'hui et qui fait énormément d'actions. Donc, si j'ai bien compris, le Club Efficience aujourd'hui, c'est une institution sur le point de vue économique en ce qui concerne les Afro. Absolument. En tout cas, à Paris, ils ont une bonne renommée. Donc, en substance, donc, les Lyonnais vont entrer à l'école des Parisiens. Et donc, qu'est-ce qu'il vient faire? Alors lui, il vient déjà parler pour sensibiliser. Alors, ce que j'ai dit, il a sensibilisé la diaspora. Lui, il travaille avec la diaspora depuis longtemps. Donc, la cause que l'on plaide aujourd'hui, il l'a compris, lui, depuis longtemps. Ça fait 12 ans qu'ils existent et qu'il œuvre dedans. Et donc, aujourd'hui, il a réussi à mettre déjà autour de son action énormément de partenaires, que ce soit bien des partenaires économiques que politiques. Parce que pour pouvoir aller de l'avant et avancer, il faut justement avoir ces partenaires économiques et politiques avec soi. Colette Ilunga, pardon de vous couper. Attends, j'ai pas fini. Ensuite, il a mis en place un fonds d'investissement. C'est aussi une façon de mobiliser la diaspora pour
pour agir. Donc j'arrête, je te laisse. Oui, parce que l'impression que moi que j'ai eue, hein, c'est une impression, vous me direz si je me trompe, que le club Efficient, c'est un club élitiste. Et donc, c'est pas tout entrepreneur issu des diasporas qui a forcément la possibilité de pouvoir intégrer ce groupe-là. Est-ce que Club Émergence partenaire aussi se met sur cette ligne-là, l'élite? Alors, le Club Émergence prend justement conscience que la plupart des personnes qui travaillent avec la diaspora au niveau de l'Afrique, ils mettent l'accent sur justement ce problème-là d'élitisme. Alors que moi, je pense que tout le monde a sa part. Donc, au niveau d'émergence partenaire, on a bien conscience que c'est vrai qu'on veut mettre en lumière une partie de cette diaspora, mais c'est pour tirer la locomotive en avant. Donc, on ne met pas l'accent que sur eux, et on est bien conscient qu'il y a les autres. Il y a dans les autres. Alors, de manière concrète, que se passera-t-il? Je sais qu'il y a un repas. Bien entendu, c'est intéressant aussi pour ceux qui veulent bien manger ce soir-là. D'ailleurs, ça se passera où précisément? Alors, je laisse la place à Marie-Elisabeth. Alors, Marie, est-ce que tu sais là où ça va se passer? Ce que je peux déjà rassurer qu'il y aura un repas. De grands chefs. De grands chefs, c'est un dîner-débat, donc les gens vont bien manger. Déjà, l'endroit est bien choisi. C'est l'hôtel Lyon Métropole, c'est un hôtel spa 4 étoiles. C'est un endroit chic. Voilà. Et donc, le contenu de votre soirée, c'est quoi? Outre le repas qu'il y aura, c'est un dîner-débat, mais en substance, de quoi parlera-t-on? Alors, si vous avez bien regardé le programme, donc, l'invité d'honneur, c'est Eli Kamge. Eli Kamge qui vient donc sensibiliser cette diaspora et également parler de son fonds d'investissement qu'il a mis en place, qui est chapeauté un peu par le président de la République, si j'ai bien lu. Ensuite, il y a 2 panels. Il y a un premier panel qui s'adresse plutôt aux institutions et aux organisations qui travaillent soit en direction de l'Afrique, soit qui travaillent avec la diaspora. Et donc, ces institutions vont dire, par exemple, on a essayé de prendre large. Il y a un consul qui va parler. Le consul, il va parler de la façon dont les États africains ont pris conscience que la diaspora peut être de potentiels investisseurs. Colette, pardon de vous bousculer. Comme il nous reste à peu près une grosse minute. Ah, ok. J'aimerais que vous puissiez donner envie à ceux qui viendront ou qui aimeraient venir samedi. Qu'est-ce qu'on leur dira de concret pour qu'ils vraiment aient envie de venir samedi soir? Alors, qui viennent samedi soir, on va les sensibiliser au fait de comment se mobiliser pour transformer leur envie d'aider l'Afrique à se développer dans un partenariat gagnant-gagnant, c'est-à-dire l'Afrique y gagne par le développement et eux, ils y gagnent parce qu'ils augmentent leur pouvoir d'achat. On parle d'investissement, on parle de business. Ensuite, je laisse la parole à Marie, qu'elle vous parle de ce menu de grands chefs qui leur est réservé. Donc, ça, c'est pour ceux qui veulent investir. Parce que généralement, quand on veut investir en Afrique, on parle des réseaux. Est-ce que vous avez la possibilité d'ouvrir les réseaux à ceux qui viendront? En tout cas, on vient pour y réfléchir et y travailler. Et Eli Kamge, il a déjà les réseaux. Donc, Eli Kamge a déjà les réseaux. Voilà ce qu'on veut entendre ce soir. Pour ceux et celles qui veulent investir en Afrique, Marie-Isabelle, vous voulez dire quelque chose rapidement? Oui, je voulais juste rajouter que oui, il faut venir la soirée. Donc, joindre l'utile. Pour investir en Afrique, joindre l'utile à l'agréable. Parce que non seulement on va aider les populations villageoises à se développer, et ainsi de suite, mais on parlait du samedi, donc il y aura... Il y aura à manger, elle a dit, soirée dansante. Marie-Elisabeth. Je n'ai pas donné le prix. Le prix, on n'aura pas samedi matin. Rendez-vous est pris samedi matin entre 9h et 10h. Donc, dans le cadre de l'émission 7 jours à Lyon, on reviendra sur cette... Participation, 50 €. 50 €. On y revient dans samedi matin. Mes auditeurs, rendez-vous est pris samedi matin à 7 jours à Lyon pour revenir sur votre événement. On se retrouve donc mardi soir pour notre édition de Tam Tam Tropical. Bonne soirée.